Amis réfractaires, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va donc faire un react d'Emmanuel Macron en direct. Il est 19h55 et dans 5 minutes, il va donc passer à la télévision, le petit coco. Voilà, on est tous excités là, vraiment très contents de voir notre président. Vu qu'au Canard, c'est la tradition depuis quasiment le début, on fait des reacts sur Emmanuel Macron, et ben on va continuer à le faire. Je vais me sacrifier pour vous, les amis. Je vais regarder tout. Peut-être pas tout, mais je vais regarder une grosse partie de cette interview avec Macron et on va réagir aux choses les plus importantes. Ça va le faire. Et d'ailleurs, en attendant, il reste 3 minutes. Hein, si si tu as de l'argent un petit peu en trop, machin, et que tu veux que le canard réfractaire persiste, parce que c'est ça l'enjeu quand même, on est dans un financement participatif en ce moment, vu qu'on n'est pas financé ni par l'État, ni les milliardaires. Donc si tu veux qu'on continue à faire ces vidéos-là, et bah voilà, finance-nous. Et nous, on continuera à faire de la pub pendant 2 mois pour après vous laisser tranquille pendant les 10 autres mois de l'année. Là, on se motive tous ensemble pendant encore 60 jours, et puis après, hop, on est tranquille. Il y a un nouveau qui est l'imposteur avec Squeezie, avec Panayotis. Et puis en plus, il y a Zen avec Mister V. Et moi, regardez ce que je tape sur ma barre de recherche. Macron. C'est quoi ce travail? Mon Dieu. J'aime parce qu'il y a donc Maxime Badji qu'on regarde là en attendant Macron. 70 000 vues. Emmanuel Macron en retard. 378. Ah bah alors, monsieur Macron, on n'attire pas les foules? Comme si Mister V était plus intéressant, plus drôle, plus charismatique qu'Emmanuel Macron. C'est fou, hein? Donc là, ce qui est rigolo, c'est que même pas que Macron, il va commencer à causer, que là, TF1, ils sont en train de faire des reportages en mode « Regardez comment déjà il industrialise la France, regardez comment déjà il crée des emplois. » Et comme ça, quand Macron, il arrive sur le plateau, en fait, tout est déjà chauffé, il a juste à balancer ses trucs. Ils ont déjà fait le taf politique d'essayer de nous convaincre. Donc en fait, c'est pas juste Emmanuel Macron qui essaye de défendre son quinquennat, c'est juste tout le putain de système bourge qui se met en place, qui envoie des journalistes, qui fait envoyer ça à des monteurs pour faire en sorte de nous convaincre un maximum. C'est bon, ça démarre. Vous avez vu la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Vous lui avez promis des avions de chasse, comme il le demande à tous les dirigeants occidentaux qu'il rencontre. Nous avons ouvert la porte pour former des pilotes. C'est fou parce qu'en fait, derrière tout ça, alors il y a tout l'escalade de la guerre et compagnie dont il participe du coup, mais surtout, l'objectif de tout ça, ça va être de faire en sorte que ils vont envoyer des canons, et puis ils vont envoyer des missiles, et puis ils vont envoyer des chars, et puis ils vont envoyer des avions. Et donc, vu qu'ils ne pouvaient pas vraiment envoyer des avions comme ça, ils vont être obligés de former des gens. Donc, ils forment des gens pour envoyer des avions. Et donc, s'ils veulent envoyer tout ça, c'est pour un peu écouler les stocks, et c'est pour un peu faire en sorte de repasser commande auprès de leur industriel. Et ça va créer énormément d'emplois. Hein. Ça va relancer l'économie de fou, parce qu'il va en falloir en construire des obus, il va falloir en construire les chars. Tous ceux qu'on a envoyés, il va falloir les refaire, tu vois. Et donc, tu sais, l'escalade toujours plus haut, c'est un vrai régal. La deuxième chose, c'est donc qu'on livre tout, mais qu'on ne fasse pas la guerre à la Russie. On ne fait pas la guerre à la Russie. On aide l'Ukraine à résister face à l'assaillant russe. Ce qui veut dire qu'on ne livre pas d'armes qui permettraient d'atteindre le sol russe ou d'attaquer la Russie. Et ça, c'est une position que Macron a et qu'on va essayer d'expliquer dans les prochaines vidéos, qui est plutôt bonne pour le coup, tu vois. Enfin bon, livrer des armes et tout, c'est discutable, mais au moins ne pas livrer et de dire qu'on fait pas la guerre à la Russie, de pas livrer d'armes qui permettent de toucher son territoire pour faire encore une plus grosse escalade militaire, au moins il va pas jusqu'au bout, quoi. Comparé à des Anglais ou comparé à des Polonais qui disent toutes les dingueries du monde, là il reste mesuré et même quand il envoie les trucs, bon ça passe, quoi. On continue d'avancer et d'aider l'Ukraine à résister et surtout, je crois pouvoir le dire, nous livrons des équipements efficaces, les canons César, les chars... Donc autant de démonstrations pour les autres pays qui voudraient acheter ces armes, de montrer que comment elles sont bien, comment elles sont fortes, comment elles sont mieux que les autres. En gros, l'Ukraine, c'est une espèce d'un immense champ de bataille dans lequel peut servir de démonstration toutes les armes proposées par les industriels pour pouvoir signer après des contrats avec d'autres pays, sachant que tous les pays du monde sont en train d'augmenter leur budget militaire. C'est une aubaine incroyable et il faut les tester et l'Ukraine est fait pour ça. C'est pour ça qu'ils aiment bien aussi faire durer le plaisir et que l'escalade militaire est dure. Écoutez, d'abord, les résultats sont là. Pour la 4e année consécutive, la France est le pays le plus attractif d'Europe. Pour la 4e année consécutive. C'est le fruit de nos réformes, de notre travail, d'un engagement, des talents de la France, de la qualité de notre recherche, de notre innovation, de nos entreprises, de nos salariés. En gros, il dit ça et toi, c'est vrai, il y a plein d'investissements étrangers. Mais les investissements étrangers, c'est quoi? Est-ce que c'est juste des riches qui nous donnent du fric? Bah non, pourquoi est-ce que les riches ils nous donneraient du fric? En fait, ce sont des riches qui achètent nos entreprises. Par exemple, le fait que... On va faire une vidéo là-dessus. C'est pour ça que moi j'ai un peu tout ça en tête, j'ai travaillé ça aujourd'hui. Le fait que tu aies General Electric qui ait racheté Alstom, la branche énergie d'Alstom là. Ben en fait ça c'est un investissement étranger de 12 milliards. Alors c'est un vol industriel, c'est du chantage absolu. Ça nous détrousse de toute notre industrie, ça a fait du chômage massif, mais c'est un investissement étranger.
Et il y a plein des centaines d'entreprises chaque année qui sont rachetées par les États-Unis, par la Grande-Bretagne, par le Canada et par l'Australie. Et même en 2022, Emmanuel Macron a validé énormément de rachats d'entreprises sensibles par des investisseurs étrangers, que ce soit des entreprises qui sont liées à la microélectronique de précision ultra complexe qui sont utilisées dans l'aviation et notamment l'aviation militaire, ou alors par exemple dans un des quasi-monopoles que nous avons dans l'analyse économique. C'est une entreprise Attic, je crois, qui avait acheté énormément d'entreprises ces dernières années et qui se retrouve aujourd'hui être rachetée par un groupe canadien, je crois, une Corée comme ça. Et d'ailleurs, c'est à 50% à peu près, c'est des fonds de pension, quoi, des fonds de pension étrangers qui rachètent des entreprises françaises, ou alors c'est des concurrents directs qui rachètent des entreprises françaises. La France est devenue un immense supermarché dans lequel tous les investisseurs étrangers, tous les fonds de pension peuvent venir pour se servir des brevets, pour faire en sorte d'améliorer un peu leur technique et leur monopole. C'est ce qui s'est passé avec Alstom pour General Electric, c'est ce qui s'est passé avec Alcatel pour Nokia, et c'est ce qui s'est passé pour énormément d'entreprises ces dernières années, tous validés par Emmanuel Macron, qu'il soit en tant que ministre de l'économie ou en tant que président de la République. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on va avoir une souveraineté parce qu'on est en train de filer tous nos girons aux États-Unis, quoi. Donc, non, en fait. 13 milliards d'euros investis, plus de 8000 emplois sur le terrain. Les 3/4 de ces investissements et de ces emplois, ils sont hors Paris. C'est la France entière qui est ainsi changée. Waouh, tu veux dire qu'il y a des usines qui ne sont pas à Paris ? Incroyable. Donc en gros, il y a des investissements financiers étrangers qui s'engagent à investir en France, à créer des emplois. Donc déjà, est-ce que ça va vraiment le faire ? On ne sait pas, de 1. De 2, quelle a été la part des subventions qui a été faite par l'État pour arriver à ce résultat-là ? Parce que ça aussi, il faut le compter. Parce que oui, c'est comme ça que ça marche. C'est l'État qui met des milliards pour essayer d'attirer les investisseurs privés, sachant que c'est les investisseurs privés qui vont contrôler les capitales. Mais évidemment, l'État ne va pas elle-même gérer des entreprises, évidemment, parce que quand même, il faut que ce soit des fonds de pension états-uniens qui le fassent. Et du coup, on arrive dans un truc où lui, il nous parle de souveraineté en mode on produit enfin chez nous. Sauf qu'en réalité, la possession de cette production-là, elle est financière. Elle est étrangère, elle est des fonds de pension états-uniens, elle n'est pas du tout en France en fait. Mais après, il y a un vrai truc sur la réindustrialisation et on va en faire une petite série de vidéos au Canard Réfractaire, des vidéos assez courtes qui vont prendre des angles à chaque fois un peu différents. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à financer aussi Canard, voilà, donc tout est en description. Les investisseurs voient la force de ce qu'on a fait, la constance, c'est-à-dire même quand il y a des contestations, on ne change pas, on ne fait pas de tête à queue, on ne se dit pas d'un seul coup on va augmenter massivement les impôts, on arrête les réformes. Donc là en fait, il confirme ce qu'on disait depuis le début. C'est-à-dire que si il ne voulait pas céder sur la réforme retraite, c'est pas pour une question de budget, parce qu'il n'y avait pas de problème de financement des retraites. C'est pour faire en sorte que les financiers, les fonds de pension qui sont derrière, les gros industriels, aient confiance en la France et se disent tiens, on va continuer à investir là-bas parce que tu as un président qui est totalement à notre service et on va pouvoir se foutre de notre gueule et prendre un maximum de subventions pour développer notre marché à la con. Donc c'est ça en fait ce qui est en train de se passer. Emmanuel Macron vient de valider ce pourquoi on le contestait depuis le début, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème de financement des retraites et que tout ça a été fait juste pour servir les financiers. Voilà, donc Macron qui confirme ce qu'on nous on dit au Canard. Voilà, petit plaisir. Ça ne dit pas tout du pays, et le pays avance, et le pays continue à créer. Il y a des commerçants, il y a des artisans, il y a des salariés. J'ai jamais eu autant d'entreprises en faillite à cause de sa connerie de loi sur l'électricité qui fait que les prix ont explosé alors que le coût de production n'a pas augmenté. Rien que ça, c'est du foutage de gueule absolu. Tu as énormément de commerçants qui sont dans la merde. Tout le monde est obligé d'augmenter ses prix. Tu as tous les Français qui sont dans la dèche. On va pas tenir encore quelques mois de plus. Et lui, il est là grand sourire en disant mais tout va bien. Il n'y a pas de crise économique. Il y a de la création d'emploi, tout va bien, il n'y a même pas de grève, tout va bien, il n'y a même pas eu de contestation finalement, tout ça n'a jamais existé, regardez, tout va bien en France, évidemment, il n'y a que lui pour croire ces conneries-là, de croire que tout va bien. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ce type-là, entouré de dorures à l'Élysée, nous dit que dans ce pays, tout va bien ? Mais quelle enflure ! Il y a des entrepreneurs et des entrepreneuses qui veulent continuer à avancer, à créer un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs enfants. Voilà. Donc si vous voulez créer un avenir meilleur pour vous-même et pour vos enfants, créez des entreprises, investissez dans les startups des voitures électriques et arrêtez de faire grève ou d'essayer d'avoir une meilleure répartition des richesses ou d'essayer d'avoir une démocratie en France en manifestant. Non, faites des entreprises, faites des startups, c'est beaucoup mieux et peut-être qu'un jour vous vous ferez racheter par BlackRock et compagnie et là vous aurez un avenir radieux avec vos enfants, avec des millions de dollars sur votre compte bancaire et tout un monde qui s'effondre partout parce que rien n'a été fait pour empêcher la guerre, la crise économique et le réchauffement climatique. Bordel. Parce que notre problème, c'est que nous avons beaucoup plus désindustrialisé que nos voisins. Moi, je comprends pas. Enfin, si, je comprends un peu. Et ce sera le sujet de prochaine vidéo. Abonnez-vous. Le gars, il s'est dit un beau matin, vas-y, il faut qu'on réindustrialise la France en faisant des subventions. Etc. Pourquoi il l'a pas fait avant ?
Enfin, je veux dire, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus d'entreprises en France, que l'industrie s'est cassée en Chine. Et ça fait très longtemps que tu as des milliardaires en France qui se font des milliards et des milliards parce qu'ils ont délocalisé en Chine, en Asie, dans d'autres pays comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'on ne les a pas forcés à faire revenir les entreprises en France ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu une vraie politique de réindustrialisation dès que ce type-là est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire 2016, au ministère de l'économie, si je ne dis pas de bêtises ? Le gars, tout d'un coup, il s'est réveillé en se disant « Tiens, on va réindustrialiser maintenant qu'il y a la guerre. » Qu'il y a une guerre commerciale avec les États-Unis et la Chine. C'est bizarre quand même le timing. Hein, c'est fou, comme si les choses étaient liées, qu'ils ne nous disaient pas tout. Quoi, hein. Pour attirer les investisseurs et inciter chez nous à investir. On a baissé le coût du capital qui est nécessaire. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'impôt créé s'il n'y a pas un capital productif. Les entreprises publiques n'ont pas besoin de capital productif privé. Donc, au lieu de donner des 150 milliards d'euros par an de subventions aux entreprises, on pourrait les dépenser dans l'installation et dans l'acquisition d'entreprises publiques dans des secteurs stratégiques. Là, je reparlais par exemple cette histoire de cette entreprise, j'ai plus le nom, mais on vous met l'insert, une entreprise de microélectronique. Elle a été vendue aux États-Unis pour une somme de un peu moins de 500 millions d'euros. Parce que là, du coup, on se retrouve à chaque fois avec des entreprises françaises qui cherchent des capitaux, et vu qu'il n'y en a plus en France, ce sont des capitaux étrangers, états-uniens, canadiens, australiens, britanniques qui arrivent et qui achètent ces usines-là, ce qui fait qu'on perd la souveraineté en réalité de ces usines parce que c'est plus nous qui la contrôlons, c'est plus la France qui la contrôle du tout, c'est pas l'État français, c'est des fonds de pension états-uniens. Donc c'est pour ça en fait, si tu fais des investissements privés, tu fais pas de la souveraineté. Il faut faire des investissements publics pour ça. Il faut faire des investissements publics. Et l'État en avait les moyens, mais ils ont décidé de dire non, pas d'investissement public, pas d'acquisition de capitaux publics pour des entreprises, et on va tout laisser au privé et on va dépenser des milliards pour que les privés achètent des entreprises alors qu'on aurait pu le faire directement. Et c'est là où tu vois la vision néolibérale de c'est pas l'État qui organise la société, qui organise l'économie dans les secteurs stratégiques où c'est nécessaire. Non, c'est l'État qui permet aux entreprises privées, aux financiers privés de prendre possession des entreprises, de prendre possession des industriels et de développer les marchés porteurs un petit peu, que ce soit les voitures électriques parce qu'il y a une loi européenne à la con qui fait que ça marche, ou alors l'armement parce qu'il y a une guerre à la con qui permet que ça devient évidemment rentable de faire la putain de guerre. D'abord, le salaire minimum en France a monté et le SMIC a augmenté, et la France est l'un des pays d'Europe où le salaire minimum est les plus élevé, et elle a surtout la dynamique quand il y a de l'inflation la plus importante. Donc voilà les pauvres, vous êtes chiants les pauvres. Vous vous rendez pas compte que vous êtes les pauvres les plus riches d'Europe. Donc on n'a pas besoin de râler en fait. On peut accepter n'importe quel boulot, on peut ne pas manifester, on peut ne pas faire grève, parce que finalement la vie elle est facile, parce qu'avec 1340 € en France on peut faire tout ce qu'on veut évidemment. Hein. Vous avez l'impression de vous faire voler par tout le monde, par l'État, par les industriels, par les supermarchés en permanence, mais en réalité vous êtes dans une position de privilège les gars. C'est juste que vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. C'est pour ça qu'on investit sur la formation des chômeurs, et en particulier des chômeurs de longue durée. Donc il y a 12 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. Alors peut-être que le chiffre a changé, peut-être que c'est 11 ou peut-être que c'est 13, mais c'est dans ces eaux-là. Tu vois, donc en fait, même tu as beau faire tous les moyens que tu veux de formation, ça ne réglera pas le problème du chômage. Par contre, ça réglera le problème de la peine de main-d'œuvre de certaines industries qui veulent s'implanter en France. Ah, et ça, c'est différent parce qu'évidemment, tu as des nouvelles industries qui arrivent et que du coup, il faut construire ces putains d'obus pour l'Ukraine. Et donc, il faut qu'il y ait les soudeurs qui viennent avec. Et il n'y a pas eu assez de soudeurs parce qu'évidemment, on a arrêté les formations de soudeurs vu qu'il n'y avait plus d'usines en France. Et vu que là, il y en a 2-3 qui réouvrent, donc il faut que l'État investisse là aussi des millions et des millions, voire plus, pour qu'on ait enfin des soudeurs qui reviennent, pour que les industriels puissent les recruter et qu'ils puissent faire tourner leurs machines. Et donc tu vois que tout le travail de l'État, du début jusqu'à la fin, dans toutes ces mesures, c'est pour se mettre au service des industriels et se mettre au service des financiers. C'est simple, hein. Une fois que tu as compris que l'État est au service des riches, tu as toute la politique d'Emmanuel Macron. Retrouver un emploi, ça veut dire trouver une solution de garde. S'il n'y a pas de solution de garde, ou si la garde coûte aussi cher que la différence qu'il y a entre l'aide que vous avez sans travail et le travail, rien ne vous y incite. Et c'est pour ça que ce que nous allons réformer, changer, transformer, c'est aussi ces solutions concrètes, cet accompagnement. Et vous pensez bien que Macron, il ne va pas mettre en place un système qui permet d'avoir des nounous pour les chômeurs en longue durée. C'est pas ça qu'il va mettre en place. C'est détruire le chômage. Et c'est ça qui est prévu. Détruire le chômage, en faisant en sorte qu'on ait beaucoup moins de droits au chômage et qu'on n'ait pas trop le droit de refuser des offres d'emploi. Ce qui fait que du coup, les gens ils seront obligés d'accepter des offres. Même si ce sont des offres au niveau de salaire qui est largement en dessous de ce qui est normal, on sera obligé d'accepter parce que sinon on n'aura plus du tout de chômage, le chômage sur lequel on a cotisé quand même. Et encore une fois, ça ne résoudra pas
le problème du chômage massif parce qu'il y a beaucoup plus de chômeurs que d'emplois vacants. Mais par contre, ça va permettre aux industriels, par exemple, de recruter qui ils veulent en mettant le salaire qu'ils veulent. C'est ça, en fait. Ils veulent faire en sorte que la négociation salariale soit du côté des grosses entreprises et pas du tout du côté des salariés en sucrant au maximum le droit du chômage. Est-ce que vous ne pouvez pas demander aux entreprises, écoutez, les entreprises du CAC 40, vous avez réalisé 150 milliards de bénéfices l'an dernier, vous pourriez peut-être en donner un petit peu à vos salariés. Alors, ça, et c'est une bonne chose, c'est pas l'État, le gouvernement, ni le président qui le décide. Mais c'est le dialogue social. Bien sûr que si, c'est l'État qui décide du taux d'imposition qu'on peut avoir sur les entreprises, du taux d'imposition qu'on peut avoir sur les dividendes, du taux d'imposition qu'on peut avoir sur les bénéfices. Et je le dis aussi, des réquisitions qu'on peut faire de certaines entreprises qui font absolument n'importe quoi et des menaces qu'on peut faire contre elles de cette façon. Enfin, je veux dire, l'État nous taxe en permanence de 1000 façons différentes et là, ça ne la gêne pas. Par contre, quand il faut faire de nouvelles taxes ou augmenter l'imposition des plus riches, des plus grosses entreprises du CAC 40 qui se font 150 milliards qui nous ont volés, là, ça pose problème parce que ce n'est pas le rôle de l'État. Taxer les pauvres, c'est le rôle de l'État. Taxer les riches, c'est pas le rôle de l'État. Ah bah oui. Au moins, il est sincère. Hein. Au moins, il est sincère. Au moins, il dit son truc no cap. Hein. De distribuer à ses salariés et de distribuer sans impôt ni charge. Cette prime exceptionnelle, on en a triplé le montant. Donc, on a tout fait pour faciliter cela. Et ça aussi, c'est une fumisterie. Pourquoi ? Parce qu'en gros, ça concerne que 20% des entreprises. 20% des salariés, pardon. Donc en gros, ce truc-là, 80% d'entre nous, on n'est pas du tout... moi, je travaille dans une asso, par exemple, le Canard, c'est une association. Nous, on ne va pas du tout se faire redistribuer par rapport aux bénéfices ou je ne sais quoi. Hein. Ça touche vraiment très peu de salariés. Et en plus de ça, ce sont des salariés qui sont en général assez bien payés. Et surtout, c'est un moyen qu'ont les entreprises pour négocier avec le personnel. Et ils sont en mode, bah écoute, là, c'est la période de renégociation des salaires et vous êtes un peu en grève et c'est l'inflation, c'est chaud. Ce qu'on vous propose, c'est au lieu d'augmenter de manière pérenne vos salaires, on vous fasse une aide défiscalisée en mode on vous file 6 000 € et comme ça, nous, on ne paye pas de charge là-dessus. Ça coûte beaucoup moins cher que d'augmenter les salaires et en plus, c'est juste sur une année. Et puis après, on se revoit l'année prochaine pour les prochaines négociations d'entreprise. Et tout l'argent qui sera dépensé à travers ce dispositif ne cotisera pas pour les retraites, ne cotisera pas pour la sécurité sociale, ne cotisera pas pour le chômage, ne cotisera pour rien du tout. Ce sera de l'argent gratuit balancé comme ça. Donc non, c'est pas une bonne chose en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est une augmentation de salaire. C'est pas des choses qui permettent aux entreprises de ne pas augmenter les salaires. C'est le fruit du dialogue social et du dialogue entre l'employé et le salarié. C'est bien comment le rapport de classe devient le dialogue social. Là-dessus, on encourage les choses. Et puis, il y a l'intéressement et la participation qui vous permet aussi d'être intéressé à la vie de l'entreprise. Et si elle va mieux, de pouvoir toucher davantage d'argent, de le mettre dans un compte ou de le toucher tout de suite, voire de rentrer au capital de votre entreprise. Est-ce que vous n'avez pas rêvé d'entrer au capital de votre entreprise ? Franchement, vous voulez pas devenir actionnaire de votre propre entreprise ? Frère, on s'en bat les couilles de rentrer dans le capital d'une entreprise. On veut pas être traité comme des chiens, on veut être payé convenablement. Alors peut-être que si tu proposais que ce soit l'État qui rentre directement dans le capital des entreprises, là ça peut être intéressant parce que ça change totalement la vue de l'entreprise. Mais filer 0,02% des actions aux salariés pour qu'ils puissent boursicoter et gagner 500 balles, ça, on s'en bat les couilles. C'est n'importe quoi. Ça n'intéresse que les personnes de ta classe. Et tu veux faire en sorte que la classe moyenne devienne des gens qui aspirent à devenir des financiers à la con. Enfin, c'est débile de penser ça. Évidemment qu'aucun de la classe moyenne ne va pouvoir devenir un financier. Enfin, je veux dire, il y a quand même l'inflation qui est en train de tout se dégommer. Il y a la guerre qui commence à généraliser. Tu as l'écologie qui est en train de tout péter un câble. Et toi, tu nous dis, rentrons dans le capital de nos entreprises pour faire un truc un peu stylé. Il y a 2 milliards de baisse d'impôts pour les ménages. Ces 2 milliards, j'ai demandé au gouvernement de me faire des propositions pour qu'il se concentre sur ces classes moyennes. Ces personnes qui sont le cœur électoral d'Emmanuel Macron, qui vont pouvoir voter pour lui aux prochaines élections, lui ou son sbire qui va le remplacer, c'est la même chose, et qui, sans ça, peut-être à cause de l'inflation, parce que du coup ils auraient eu un sentiment de déclassement, auraient voté LFI ou auraient voté RN, tu vois. Et donc ils essaient de récupérer ça pour dire, vous inquiétez pas, on va vous donner de l'argent, on va refaire de vous une véritable classe moyenne comme on vous a toujours dit que vous étiez alors que c'est pas vraiment le cas, et puis tout va bien se passer, et puis on va dépenser des milliards et des milliards pour ça, et on va le prendre évidemment pas aux plus riches, avec les 150 milliards de bénéfices qu'ont fait ces entreprises, non pas du tout ça, on va le prendre dans les cotisations chômage, parce que bon évidemment c'est quand même plus simple de prendre aux pauvres plutôt que de prendre aux riches qu'on est le président des riches. Évidemment, ça se tient. La deuxième chose, c'est tenir cette dynamique des bas salaires qu'on a tenue. La troisième, c'est utiliser à plein ce qu'on a déjà fait. La prime exceptionnelle. Il ne fait que dire, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a fait depuis le début.
Donc je fais une annonce à la télévision pendant 30 minutes pour vous dire qu'on ne va absolument rien changer à notre programme. C'est quand même pas mal, hein? Franchement, allez, on est content de savoir ça. Hein. Dans un mois, jour pour jour, le 15 juin, va prendre fin le trimestre anti-inflation, qui a montré une certaine efficacité. Qu'est-ce qui va se passer après? On a compris qu'il allait sans doute être prolongé. Si une entreprise d'agroalimentaire ne joue pas le jeu... Donc pour rappel, le mois anti-inflation, c'est le gouvernement Bruno Le Maire qui demande gentiment qu'il faudrait qu'ils arrêtent, les grosses entreprises, de dilater leurs profits comme ça à ce point et qu'il faudra faire un effort pour les rétracter. Voilà, de faire baisser les prix, demandant gentiment, quoi. C'est ça le mois anti-inflation. Ah oui, si, il y a une opération de com avec Elisabeth Borne qui est allée au supermarché. Et c'est un peu un événement pour eux d'aller au supermarché. Du coup, ils en parlent beaucoup comme si c'était un succès, tu vois. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué une baisse des prix, vous, au niveau de l'alimentaire. Enfin, ces derniers mois, ça a littéralement explosé. Hein. Parce que moi, j'étais un peu en mode, oui, bon, ça va. Vu mon régime alimentaire, ça va. Je ne suis pas trop touché par l'inflation. Ouais, mon cul. Hein. Ces derniers mois, je l'ai senti vénère. Hein. Avant, j'arrivais à mettre des sous de côté. Maintenant, c'est plus le cas. Voilà, on est le 15 du mois. J'ai 70 €. Super. D'abord, on voit que l'inflation alimentaire touche tous nos compatriotes. Ensuite, on va rouvrir les négociations là où c'est nécessaire. Et donc, d'abord mettre la pression sur des grands groupes de distribution quand on s'aperçoit qu'ils jouent un peu sur les marges. Faire des lois pour imposer un taux de marge maximal sur les produits. Voilà, je propose. Alors, je suis pas président de la République. Moi, j'ai pas essayé de faire l'ENA, etc. Donc, je suis peut-être un inculte. Hein, mais une loi juste pour imposer des marges plafonds sur les produits. Voilà, et faire en sorte que toutes les marges soient transparentes, le minimum. Comme ça, on sait qui profite et qui ne profite pas. Et on force les industriels à se faire un minimum de marge là-dessus. Comme ça, voilà, tout se passe bien. Je ne comprends même pas pourquoi l'État n'a pas accès à tous les taux de marge qui sont en train de se faire pour chaque produit. Et comment est-ce que ça se fait qu'il n'y a pas la police qui intervienne quand tu as des supermarchés qui nous volent en faisant du chantage à la faim pour des millions de personnes. C'est indécent de faire ça. Je veux dire, tu voles une connerie au supermarché, ils t'envoient en prison ou je ne sais quoi. Tu vas en manifestation, ils te finissent en garde à vue. Mais par contre, tu voles des millions de Français parce qu'ils ont faim. Là, t'as les milliards. Là, t'as les milliards. Il est où le putain de procès là-dedans, quoi? Parce que ces gens-là vont à chaque fois profiter de l'inflation pour se faire un maximum de profit. Et que si tu n'y opposes pas toute la puissance de l'État avec tout le système judiciaire et policier à côté, ça ne fonctionnera pas et ils ne redistribueront jamais le pognon. Donc, il faut y aller avec les dents et pas autour de la table, comme ils disent à chaque fois. Et c'est ça. Nous, il y a des lois, il y a de la répression, il y a de la police. Eux, ils demandent gentiment. Parce qu'en vérité, demander gentiment, en fait, c'est pas un engagement. Vous voyez? Et que si tu demandes gentiment et que les autres y refusent, en fait, ils désobéissent pas à la loi. Donc, ils n'auront pas de problème judiciaire. Donc, au final, tu pourras rien dire et tu pourras dire, non, mais c'est pas à l'État de gérer les prix, machin, comme il dit, comme une sous-merde, là. Vous leur dites, allez, passons à autre chose, il y a d'autres sujets importants. Mais ça ne passe pas chez eux. Non, mais je leur dis une chose simple. Alors vas-y Macron, explique-nous. Explique-moi Macron pourquoi la réforme retraite c'est une bonne chose pour moi et pourquoi j'aurais pas dû aller manifester et que finalement j'ai tort et que tout ça c'est pour le bien du pays. Explique-moi Macron parce que je n'ai pas compris. Moi je suis quelqu'un de bête, d'idiot, je ne comprends pas les rapports du Conseil d'orientation des retraites qui dit qu'il n'y a pas de problème de déficit, je ne les comprends pas, seul Macron les connaît, seul Macron a la vérité. Et vu que tu nous imposes tout, il faut quand même que tu nous expliques pourquoi est-ce que tu nous as imposé tout, nous les enfants ingrats de ta putain de politique de merde qui nous fout tous dans le trou là. Tout le monde est au courant de pourquoi c'est de la merde la réforme retraite, on n'a pas oublié, on l'a senti passer, tu vois, et on l'oubliera pas. Donc, nique ta mère un peu, quoi. Moi, je pense que globalement, quelqu'un qui défend le système retraite, on peut lui dire nique ta mère. Ou nique ton père. Enfin, ça dépend de votre obédience. Vous choisissez, quoi. Mais les deux se valent. Si on veut investir dans notre école, dans notre système de santé, dans notre réindustrialisation, dans notre défense, il faut produire de la richesse dans le pays. Mais oui, mais c'est précisément parce que tu as détruit les écoles que tu as pu réussir à choper ce pognon pour le donner aux industriels et aux financiers dans l'espoir qu'ils réinvestissent une partie dans les emplois pour venir après te pavaner à la télévision comme si c'était quelque chose d'incroyable alors qu'absolument pas, au vu des dépenses de l'État et au vu de qui possède le capital de ces entreprises, ça reste du vol organisé, ni plus ni moins. Eh bien, travailler plus longtemps, comme cette réforme le permet, personne n'a voulu prendre ses responsabilités. Comme si, en quelque sorte, ils voulaient tous expliquer aux Français qu'ils vivaient dans un autre monde. Moi, j'ai essayé toujours de dire la vérité à nos compatriotes. Donc, en gros, les parlementaires n'étaient pas d'accord, mais Macron, lui, il était pour, donc c'est Macron qui a décidé. Donc, encore une fois, la critique qu'on fait
d'un système présidentiel où c'est Emmanuel Macron qui décide de tout et que c'est Emmanuel Macron qui a décidé de la réforme retraite contre tout le monde, il vient encore là de l'assumer. Parce qu'il dit c'est impopulaire, personne ne voulait le faire et moi j'ai décidé de le faire. Bon, bah voilà. C'est tout. C'est fait, hein. La dissuasion nucléaire dans notre pays, elle a été décidée par le général de Gaulle, passée dans une loi avec l'article 49.3. Donc, et qu'on parle Charles de Gaulle qui parle de sécurité, de défense, de dissuasion nucléaire dans une période de guerre froide assez complexe, et lui qui veut juste faire plaisir aux financiers et aux investisseurs avec sa réforme retraite à la con que personne ne veut, qui n'est pas du tout nécessaire. Est-ce qu'au niveau de l'ego et au niveau du foutage de gueule, on n'est pas quand même à très 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 haut là? Tous les souverainistes qui regardent ces vidéos-là, vous devriez aimer ce genre de comparaison. Et peut-être n'avez-vous pas su trouver le bon ton, mais... Vous êtes trop con. Vous êtes trop con pour comprendre ce que c'est le 49.3. Et le journaliste, il a dit « Ah oui, c'est vrai, peut-être que vous n'avez pas trouvé le bon ton. Peut-être que vous n'avez pas été assez pédagogue. » C'est ça les journalistes qu'on a en France. Ce gars-là, son salaire annuel, c'est plus haut que ce qu'on a besoin au financement du Canard pour tenir un an. Je suis convaincu de ça. Hein. L'émission là qu'ils produisent, nous on pourra en produire des dizaines et des dizaines avec le même montant. Hein. D'ailleurs, financer le Canard, hein, si vous voulez qu'on continue à faire ça, là, à cracher sur la gueule de Macron et expliquer pourquoi est-ce que c'est de la merde, on a besoin de sous parce qu'on n'est pas putain de financer, qu'on n'a pas de putain de dorure, on est dans un local à Guingamp quoi. Enfin, j'adore Guingamp, hein, je suis Guingampais, mais voilà, si on peut arriver aux 200 000 euros, on pourra faire ce plaisir à embaucher plein de gens. Hein. Et quand on leur demande d'accoler un adjectif à Emmanuel Macron, ils disent il est méprisant, il ne sait pas nous parler et il nous prend de haut. Écoutez, j'aime pas cet adjectif qu'on met à toutes les sauces. Mais parce qu'il est, non, cruel. C'est l'adjectif qu'ont eu les extrêmes à mon endroit, qui a été repris. Voilà, les extrêmes, comment il ne fait jamais la distinction entre la France insoumise, les rassemblements nationaux, entre les manifestants et les fascistes qui déboulent à Paris et compagnie. Il ne fait jamais cette différence-là pour essayer de tout mettre dans un sac, pour pouvoir juger tout ça un peu plus facilement et dire qu'en fait, faire grève pour son augmentation de salaire ou brûler la maison d'Amer parce qu'il y a un camp de migrants, en fait, c'est la même chose, tu vois. Et ça mérite la même réponse. Vraiment, ce fils de chien, quoi. Vraiment, ce fils de chien. Force à tous les chiens. Vous êtes des bons, mais vraiment, quoi. Et je vais vous dire, quand on a du mépris, on s'en fiche. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Le vrai mépris, c'est ça. Dans la position où je suis. Comment il ose tout. Vraiment, vraiment. Les cons, ça ose tout et c'est à ça qu'on les remarque. Et là, il y en a vraiment un très très gros en face de nous. Je penserai à ma pomme. Vous pensez que c'est bon pour ma pomme de faire ce qu'on fait sur les retraites Bah, vous savez, Nicolas Sarkozy, il est aujourd'hui payé genre des centaines de milliers d'euros pour faire des conférences à Goldman Sachs et des entreprises comme ça. Donc en fait, quand tu fais le sale boulot comme ça et que tu es enfermé dans ton palais doré à l'Élysée et que tu ne manques d'absolument rien et que tu as des centaines, voire des milliers de personnes à ton service tous les jours, ça va, toi ta vie est belle, hein, regarde, il fait beau, t'as du dorure, machin. Vraiment dire ça dans le contexte, avec ça en fond, tu vois, je veux dire, même, tu vois, les trucs de sa fenêtre, c'est de l'or, quoi. Le mec, il dit, je fais pas ça pour ma situation personnelle. T'as de l'or autour de toi, Macron, depuis le début de cette interview, on ne voit que l'or, et tout autour de toi, quand tu travailles toute la journée, il n'y a que de l'or, et quand tu te couches le soir dans ta chambre, il y a de l'or partout. Arrête de faire croire que tu fais pas ça pour ta pomme, bon Dieu. Évidemment que t'as un monstre d'égoïsme et de narcissisme, mais que le président de la République, de la 5e République, eh ben ça te va comme un gant, et évidemment que tu fais ça pour ça. Assume un peu, frérot, là, psychopathe de merde, là. C'est des textes difficiles de subir et d'accepter l'impopularité qui va avec. Tu parles, lui, il est très populaire dans son milieu, hein, dans sa classe. Hein. Ils sont en train de paver le chemin des extrêmes. Ah, il parle de qui, là? Parce que sur le mensonge, il parle de qui? Les extrêmes sont bien meilleurs que les partis de gouvernement. Ah, donc Macron ne ment pas et les extrêmes mentent. Putain. Des années et des années de gouvernance, d'études, d'experts tout autour de lui pour balancer cette vérité incroyable. Les extrêmes mentent et pas lui. Waouh! Si ça, c'est pas convaincant, les gars, si ça vous donne pas envie de voter Macron immédiatement, même s'il n'y a pas d'élection, de se présenter demain à 8h à la mairie pour insérer un bulletin Macron, même s'il n'y a pas d'urne, bah, je sais pas ce qu'il vous faut, les gars. Hein. Les extrêmes mentent, mais pas lui. Pas lui. Oh non, pas lui. C'est les extrêmes qui mentent. Parce que les extrêmes, ils sont méchants. Alors que lui, il est gentil. Ce type-là est président de la République, quoi. Un mot de votre première ministre. Demain, elle fêtera son premier anniversaire à Matignon. Est-ce qu'elle sera là encore
à Matignon dans un an. Elle s'y verrait bien apparemment. Vraiment, est-ce que vous allez garder la première ministre dans un an? Parce qu'en fait, elle voudrait bien rester, mais nous, on a l'impression que, en fait, il n'y a pas suffisamment d'encouragement de ta part par rapport à ce que Elisabeth Borne a fait, et que du coup, on s'est dit que peut-être elle va partir. Putain, mais c'est ça le journalisme! C'est ça le journalisme! Dans toute l'actualité économique, financière, géopolitique dans le monde, la seule question à te demander, c'est une question people à la con? C'est vraiment ça? TF1, bordel. Et Macron, il est face à ça. Macron refuse toute contradiction. Il ne fait que de la mise en scène en permanence. C'est en face de lui, il y a des crétins comme ça, quoi. Franchement, il n'a pas honte de gagner autant de pognon et se faire croire journaliste en faisant le larbin et le lèche-cul à ce point-là. Franchement, les journalistes en France, là, bordel, heureusement qu'il y en a quelques-uns qui ont un peu un estime encore aujourd'hui de leur métier pour essayer de redresser le niveau, parce que la plupart d'entre vous qui travaillez à la radio, à la télévision, vous êtes des sombres merdes. Voilà donc pour cette Ok, interview. super, incroyable, bravo, c'est super, c'était une incroyable émission, nous n'avons absolument rien appris, tout était ultra prévisible, tous les petits détails qu'on aurait pu se demander, il a dit on verra ça plus tard, donc en fait il n'a fait que répéter ce qu'il a dit sur son Twitter ces derniers jours, ça n'a servi absolument à rien, nous n'avons rien appris, ça a été méprisant du début jusqu'à la fin, il nous a pas arrêté de nous traiter de cons qui ne comprenaient rien, en faisant aucune nuance entre ceux qui font la grève pour les salaires et ceux qui brûlent des maisons de mer, et tout ça, tout va bien pour les investisseurs étrangers qui rachètent tout en France et qui créent quasiment aucun emploi, mais parce qu'on leur a filé des milliards et des milliards, et on se retrouve juste avec deux pauvres usines à la con qui sont répétées en boucle sur les chaînes télévision, parce que tout n'est plus qu'une opération de communication qui doit faire en permanence, puisque plus personne n'a confiance en lui, et quand on n'a plus confiance à un président de la République, la seule chose qu'il peut faire pour nous convaincre, c'est de la propagande en masse, répétée en boucle, en boucle, en boucle. Du coup, il suffit de pas l'écouter pour ne plus être sujet à ça, mais en vrai, c'est important quand même de l'écouter, parce que on a la position de l'État. Il a dit pourquoi est-ce qu'il y avait la réforme retraite. Donc tu vois, tous ceux qui contestaient en mode mais non, c'est les trucs de financement et tout. Non, il a dit que c'était pour les financer, que c'était pour les investissements étrangers. Donc ça, c'est intéressant. Et il a dit que toute la politique de l'État, c'était de faire en sorte qu'il y avait des investissements privés, quitte à ce que ça nous coûte des milliards et quitte à ce que ça crée très peu d'emplois. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il assume, et c'est pour ça qu'il est content. Et qu'il va essayer de sectoriser un maximum sur les petits marchés la voiture électrique, en espérant qu'ils ne se fassent pas broyer par les États-Unis avec leur guerre commerciale, parce qu'eux, ils investissent beaucoup plus de milliards avec des industries qui sont beaucoup plus grandes que les nôtres, et avec des moyens de pression qui sont gigantesques, on va le voir dans de prochaines vidéos. Et du coup, il va essayer de négocier un peu avec les États-Unis pour sauver ça, mais sauf que ça va pas le faire, évidemment, ça va pas le faire. C'est juste en fait que tu as des fonds de pension états-uniens qui rachètent énormément des entreprises françaises et qui profitent des subventions pour passer des accords avec l'État. En échange de 3 malheureux emplois, nous on te rachète une entreprise stratégique et comme ça on est quitte, toi tu peux faire ta com, nous on peut faire notre beurre. Ça satisfait l'État américain et les monopoles industriels et comme ça voilà, tout le monde est content, tout le monde est content. Bref, j'espère que ça vous a plu, ce petit réac d'Emmanuel Macron. J'espère que vous avez appris des choses tout de même malgré tout, parce que il y a quand même les analyses derrière. Et surtout, on va jamais le répéter assez, nous sommes en financement participatif pendant 2 mois encore. On vous fait chier pendant encore 2 mois pour boucler ce financement. Et après, c'est reparti pour 1 an de vidéos, avec des centaines de vidéos mises à disposition de tous gratuitement. Et ça va être très utile pour les mois qui viennent, puisque la guerre, l'inflation et les manifestations vont continuer, et qu'il faut pour ça des médias qui arrivent à faire des analyses et qui arrivent à propager un contre-discours par rapport à ces merdes qui passent sur TF1 et qui sont malgré tout vues par des millions de personnes. Sur ce, amis réfractaires, à la prochaine. Je vais vous dire que je regrette. Jamais. Ouais.